Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin. C'est la tourmente de Levi's qui a attiré mon attention aujourd'hui. Même l'emblématique marque créée en 1853 n'a pas su éviter la vague de licenciements. Pendant la crise, les ventes ont pourtant basculé sur le net et augmenté de 25%. Mais cela n'a pas été suffisant. Au plus fort du confinement, la marque américaine a vu ses ventes chuter de 62%. Résultat, c'est 15% des salariés, soit 700 personnes qui seront licenciées. Mais ce que la marque ne dit pas, c'est que l'économie circulaire fonctionne à plein régime depuis le déconfinement et commence à nuire à son activité. Qui ne sait pas que pour être produit, un jean utilise 200 litres d'eau et fait le tour de la planète avant d'être porté? La conscience écologique commence à avoir ses impacts économiques. Merci à Mathilde Poignet qui a illustré mon propos ce matin. Elle dirige les ressources humaines d'AXA au niveau mondial. Karima Sylvan est en plateau avec nous ce matin pour évoquer la crise et l'égalité salariale entre hommes et femmes au sein du groupe. Nous mettrons l'accent également sur le marché des médecines douces et de l'optique avec les startups Médoucine et Nathalie Blanc Optique. Mais tout de suite, les 4 chiffres qu'il faut retenir, c'est avec vous. Olivia, bonjour. Bonjour à tous. Et on commence ce matin avec Warren Buffett. Le milliardaire vient d'annoncer le montant annuel de ses dons aux 5 œuvres de bienfaisance auxquelles il a choisi de consacrer l'essentiel de sa fortune. Cette année, il lègue donc 15,9 millions d'actions de classe B de sa société Berkshire Hathaway, valeur estimée 2,9 milliards de dollars. Cela porte le total de ses dons philanthropiques à plus de 37 milliards de dollars depuis 2006. Rappelons que Warren Buffett a déclaré qu'il donnerait plus de 99% de sa fortune à la fondation Bill et Melinda Gates, un organisme de bienfaisance fondé par son épouse, mais aussi à des œuvres de bienfaisance dirigées par ses 3 enfants. Le deuxième chiffre nous emmène en Italie, Olivia, où des investisseurs ont acheté des obligations liées à la mafia italienne. Oui, Capucine, selon des informations du Financial Times, des fonds de pension et une banque privée italienne ont acheté environ 1 milliard d'euros d'obligations privées liées à des actifs vendus par une des mafias les plus puissantes d'Italie, le groupe 'Ndrangheta. La dette était soutenue par des sociétés écrans visant à dissimuler des activités illégales. Elle était constituée de factures impayées d'entreprises fournissant des services médicaux aux autorités sanitaires italiennes. Ces obligations ont été achetées entre 2015 et 2019, toujours selon les informations du Financial Times. Un chiffre lié au secteur de la mode à présent. Une enquête du Sunday Times a révélé que les employés de la marque de vêtements Boohoo étaient payés 3,50 livres de l'heure, soit 3,87 €. Alors que le salaire minimum pour un adulte de plus de 25 ans au Royaume-Uni est de 8,72 livres, soit 9,68 €. Conséquence, Amazon, Asos et Zalando ont déclaré avoir retiré Boohoo et ses marques sœurs de leur site. En tout cas, le temps de l'enquête lancée par la société. Son titre s'est d'ailleurs effondré d'environ 45% en 6 séances à la Bourse de Londres. Et on termine en Afrique de l'Est qui fait l'école buissonnière. 2021, c'est l'année où reprendra l'école au Kenya. Toutes les écoles kenyanes resteront donc fermées jusqu'en janvier prochain en raison de la pandémie. Le Kenya a confirmé plus de 8000 cas de coronavirus avec au moins 164 morts. Et il y a eu récemment une augmentation de nouvelles infections. Et en attendant, le gouvernement propose des programmes scolaires via la radio, la télévision et aussi en ligne. Merci beaucoup Olivia. On enchaîne tout de suite avec Smart Leader, Karima Sylvan. Bonjour et bienvenue Karima Sylvan, vous êtes la DRH d'AXA, numéro 2 mondial de l'assurance. Vous avez un parcours sans faute depuis que vous avez quitté, un parcours sans faute selon moi, depuis que vous avez quitté à 6 ans l'archipel des Comores. La méritocratie, c'est votre credo ? En tout cas, c'est un mot et c'est un concept que j'aime beaucoup. Et je pense que, et vous avez relaté mon parcours, effectivement, je suis arrivée en France, j'avais 6 ans. Portée un peu par le rêve d'une mère et d'un oncle qui souhaitaient que je fasse des études, eux n'en ayant pas fait.
Et donc, je dois beaucoup à l'école, je dois beaucoup à beaucoup de personnes qui m'ont aidée. Et ensuite, voilà, j'ai fait la carrière que j'ai pu faire. Et me voilà aujourd'hui DRH du groupe AXA, comme vous l'avez souligné. Donc, c'est un mot important. Je crois en l'ascenseur social et je pense qu'il fonctionne parfois en France. Et parfois, parfois, il est grippé, mais globalement, il fonctionne de temps en temps très bien. Et c'est bien de le remarquer aussi. Et c'est bien de le remarquer aussi parce que je pense qu'en France, on a beaucoup de jeunes qui se posent la question de savoir si l'ascenseur social fonctionne. Moi, j'ai la chance d'être aussi, en dehors d'AXA, présidente d'un établissement qui s'occupe de l'insertion des jeunes. Et je suis heureuse aussi de pouvoir leur dire qu'il faut avoir des rêves pour aller loin et que parfois on arrive à les réaliser. Alors venons-en à la crise. Le DRH, il est le cœur du réacteur au moment du confinement et au moment de la sortie de ce confinement. Comment est-ce que vous avez géré vos équipes? Est-ce que vous avez vu des collaborateurs se révéler pendant cette crise? Alors d'abord, oui, les DRH, ils ont été en première ligne dans toutes les entreprises que je connais et ça a été le cas chez AXA. Moi, j'ai réuni aujourd'hui les 80 DRH d'AXA dans le monde et je les ai remerciés pour tout le travail qu'ils avaient fait pendant la crise. On a vu des collaborateurs se révéler partout, se révéler auprès des clients parce que nous sommes assureurs. Ça veut dire que nos clients, ils viennent nous voir dans des situations particulières. C'est une crise sanitaire, il y a des problématiques de santé qui sont posées à nos clients, mais aussi des problématiques d'épargne. Donc effectivement, on a des collaborateurs qui sont révélés comme ça, des collaborateurs qui sont révélés auprès de leurs collègues. Il y avait des personnes malades partout dans la société, mais aussi dans nos entreprises. Donc, on a des collaborateurs qui ont été particulièrement impactés et particulièrement proches de leurs collègues. Et puis, on a eu aussi des managers que moi, j'ai vu se faire des choses absolument incroyables. On leur a demandé d'être encore plus proches de leurs collaborateurs pendant cette période. Nous, on a 100% de nos collaborateurs dans le monde qui ont été en télétravail. Du jour au lendemain, on a basculé 120 000 collaborateurs en télétravail. C'est colossal. Et je veux tirer mon chapeau à l'ensemble des équipes et du management qui a très bien géré pendant cette période-là. Comment maintenir la productivité d'un groupe comme le vôtre pendant une période de confinement? Est-ce que vous avez pu mesurer l'efficacité du télétravail? On en a beaucoup parlé. Moi, je ne crois pas, et on n'a pas vu une baisse de la productivité pendant la période. Je dirais qu'on a plutôt vu le contraire. Au démarrage du télétravail, surtout les 2, 3, 4 premières semaines, on a dû, au contraire, dire aux personnes « Prenez le temps d'organiser vos pauses déjeuner et vos pauses. » Donc, ça a été plutôt, moi, le message que j'ai passé en tant que DRH au bout de 2-3 semaines, parce que les indicateurs qui me remontaient, c'était plutôt des indicateurs qui me disaient de 8h du matin à 17, 18, 19h, je suis sous Teams et je fais des meetings en oubliant ma pause déjeuner. Et puis, on a eu beaucoup de remontées, et vous l'avez vu dans la société aussi, des parents, des mères de famille, des pères de famille, parce que c'est une situation qui a été compliquée, s'occuper de jeunes enfants et travailler en même temps. Donc, je ne crois pas à une diminution de la productivité, peut-être ici ou là, mais au global, ce n'est pas ce que nous avons constaté chez AXA. On a constaté une augmentation de l'engagement. On fait des enquêtes et on a demandé le ressenti de nos collaborateurs. Donc, ce qui nous revient, c'est une augmentation de l'engagement. Plus d'engagement. Vous y auriez cru? Alors, honnêtement, est-ce que j'y aurais cru? J'y avais pas pensé au démarrage. J'en suis très heureuse aujourd'hui et je crois que c'est le fruit de ce que j'ai dit, c'est-à-dire des équipes plus proches les unes des autres. Et ce que les équipes me disent, c'est au fond, mon manager était plus présent. Et du coup, il m'a appelé énormément, il était plus empathique. Il était plus présent au quotidien, non pas pour regarder ce que je faisais, mais pour me demander comment j'allais. Et ça, je crois que c'est ça qui a transformé la donne. Et du coup, il y a des apprentissages là derrière qu'on essaye de garder en disant, en fait, pendant la crise, il y a des choses qui ont bien fonctionné, on va essayer de les garder sur le long terme? Absolument. On a, la semaine dernière, nous, on a réuni notre top management au niveau mondial, les 50 premiers dirigeants du groupe au niveau mondial, et on a passé 3-4 heures à essayer de parler des enseignements. Et parmi ces enseignements, on a les enseignements sur le télétravail, comment est-ce qu'on voit l'entreprise se transformer dans le futur, et puis les enseignements sur le leadership. Tout à fait. Parce que ce qu'on a constaté pendant la période, c'est que d'une certaine manière, on parle de leadership plus empathique, de leadership plus humain, de leadership plus à l'écoute. La réalité de ce qu'on a vécu dans notre entreprise, c'est ça aussi. Et ces enseignements-là, eh bien, nous, on souhaite les garder pour le futur. Et alors, un gros sujet quand même, parce que pendant le recrutement,
recrutement pendant le confinement? Est-ce que c'est des choses qui ont continué? Est-ce que vous avez réussi à garder essayer de recruter des gens pendant ce confinement? Ou bien ce qu'on a fait, c'est plusieurs choses. C'est que tous les collaborateurs avec lesquels on avait déjà fait une promesse d'embauche, on n'a pas décalé les arrivées. Et donc, on a appris à intégrer des collaborateurs, on leur a livré des ordinateurs chez eux, et les collègues les ont aidés à intégrer leur travail, à onboarder les gens. On a appris, parce qu'avant, on se disait, on ne fera jamais d'onboarding virtuel. Et je crois que c'est un énorme enseignement pour l'avenir, parce que ça veut dire que c'est quelque chose qu'on va pouvoir continuer. Ça a très, très bien fonctionné. Moi, j'ai vu des comptes rendus d'onboarding et des feedbacks de collaborateurs extrêmement heureux de la manière dont ils ont été accueillis dans l'entreprise. On a même des personnes qui devaient venir en mobilité internationale de Singapour vers Paris, que bien évidemment, ils n'ont pas pu. Ils ont quand même intégré leur équipe à distance. C'est ça. Et ça s'est très, très bien passé. Donc, je crois qu'il y a vraiment des nouvelles manières de faire. Tout à fait. On a tous appris. Et de ça, on va ajuster pour l'avenir et que l'entreprise va être assez différente. Super. Karima Sylvan, on est face à une crise inédite qui devrait faire chuter le PIB en France de 11% en 2020, ce qui est absolument colossal. On parle d'une vague, d'un tsunami de licenciements qui pourrait arriver à la rentrée. Comment est-ce que vous préparez à ce mur qui arrive devant vous? Parce qu'on peut vraiment employer ce mot-là. Alors, je pense qu'il faut voir que AXA est rentré dans la crise avec des fondamentaux économiques très forts. On a fait une très belle année 2019. On a, dans notre secteur, il y a un fameux ratio qui est un ratio de solidité, qui est un ratio solvency qui était extrêmement important. Et puis, effectivement, la crise est arrivée. Nous, on a eu plusieurs préoccupations pendant la crise. Protéger nos clients et être très présents parce qu'ils ont eu besoin de nous à ce moment-là, très immédiatement. On est assureur. Protéger nos collaborateurs au travers de ce que je vous ai indiqué comme mesure. Et très immédiatement, on a pris un engagement qui est de maintenir l'emploi et les rémunérations pendant la crise. Et c'est un engagement qu'on tient, qu'on a tenu. Ça veut dire, par exemple, qu'on n'a pas recouru au chômage partiel en France et on n'a pas recouru au chômage partiel dans les autres pays, puisqu'il y a d'autres pays européens dans lesquels le chômage partiel ou une forme de chômage partiel existe, on ne l'a pas fait. Donc, on est sur cet engagement de maintien. Après, ça veut dire que vous n'allez pas licencier en septembre-octobre? Non, ça veut dire qu'on a pris cet engagement pendant la période qui vient de... Eh bien, pour la rentrée, je pense qu'on est tous devant une crise dont personne ne mesure l'ampleur. Donc aujourd'hui, nous, on se refuse à faire des conjectures. On verra comment la période va et la crise va se développer. Mais pour l'instant, nous sommes confiants. Airbus licencie déjà 5000 personnes. Mais vous n'avez aucun plan de licenciement? Nous sommes confiants. Nous sommes confiants, encore une fois. Et rien n'est prévu, rien dans les... Nous sommes confiants. On ne veut pas faire de conjecture ou prévoir sur... et encore une fois, personne ne sait quelle va être l'ampleur et la durée. Est-ce qu'il y a des zones géographiques qui vont être plus touchées? Est-ce qu'en Asie, par exemple, vous prévoyez qu'il y ait des gros wagons de licenciement? Ou aux États-Unis, rien... Encore une fois, on n'est pas là-dessus. On regarde, encore une fois, bien sûr qu'on est touché, mais on regarde, encore une fois, comment l'activité se développe. On est confiant aussi parce que c'est une crise qui révèle des opportunités. Il faut quand même le souligner. Nous, on est, par exemple, un acteur assez important dans le domaine de la santé. On est un des premiers opérateurs de télémédecine. Et quand on regarde, la crise, elle a ouvert des opportunités pour l'utilisation de la télémédecine. Donc, une crise, c'est à la fois des choses difficiles, mais aussi des opportunités. Et nous, au fond, notre conviction aujourd'hui, c'est que cette crise, elle nous renforce dans nos fondamentaux métiers, dans nos fondamentaux business. On est un assureur mondial, on a 120 000 collaborateurs, 166 000 avec nos distributeurs. Et au fond, on souhaite, et dans notre stratégie, nous développer sur l'assurance entreprise et l'assurance santé. Et au fond, cette crise nous conforte là-dedans. Pour le reste, attendons de voir comment les choses vont évoluer. Il y a un sujet sur lequel j'ai envie de vous entendre, c'est celui de l'égalité salariale entre hommes et femmes. C'est un sujet sur lequel vous vous êtes beaucoup battus. Oui. Vous comptez atteindre cette égalité salariale entre hommes et femmes au sein du groupe en 2023, ce qui est assez exceptionnel. Comment est-ce que vous comptez y parvenir et à quoi ça sert? Alors, pourquoi est-ce que c'est si important? Écoutez, nous, on pense que l'égalité, pas que salariale, avoir autant d'hommes que de femmes dans les... Donc la féminisation des équipes. La féminisation des équipes, c'est un élément extrêmement important pour la performance de l'entreprise. Et ça, vous l'avez mesuré?
On le voit, absolument. Okay. Oui, on le voit. Les équipes sont différentes, la créativité est différente. C'est des choses que vous, absolument. que vous regardez. Quoi. Absolument, absolument. Vous savez, la difficulté, c'est que parfois, on dit j'ai pas d'indicateur de mesure, mais je crois que parfois, on mesure des évolutions culturelles ou des éléments qui sont un peu plus dans le soft, un peu plus intangibles, lorsqu'on voit ce que donne plus de diversité dans une salle, parce que tout d'un coup, on arrive à des solutions différentes. Tout à fait. Nous, aujourd'hui, je vous parlais de notre fameux top 50 qu'on a réuni, la dernière fois, la semaine dernière. C'est un groupe dans lequel, aujourd'hui, il y a 28% de femmes, qu'on a, et c'est une proportion qui a augmenté ces dernières années. La dynamique des réunions n'a rien à voir. Et vous faites de la discrimination positive pour essayer d'augmenter le nombre de femmes dans les hauts niveaux chez AXA ? On ne fait pas de discrimination positive. Par contre, on soutient ce programme-là de manière très, très déterminée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, d'une part, c'est dans nos objectifs. Dans les objectifs des dirigeants d'AXA, il y a le fait de progresser en termes de diversité. On l'a dit, et Capucine, vous l'avez souligné, on a pris un engagement interne et externe public d'avoir 50% de nos dirigeants, de notre top 300 au niveau mondial en 2023, donc d'avoir une parité en 2023. Et donc ça, c'est transcrit dans les objectifs. Vous allez y arriver ? Je suis confiante, on est à 32% aujourd'hui. 32%, le chemin est encore long. Après, le chemin, il y a un gap, mais en même temps, il y a 10 ans, on était aux alentours de 10-12%, vous voyez. Donc on progresse. Mais ce en quoi je crois, c'est qu'une fois qu'on s'est fixé un horizon comme ça, ce qui compte derrière, c'est comment vous préparez les personnes, c'est quoi vos plans de succession. Et donc nous, on fait un travail très minutieux, très précis, qui est de haut en bas de la pyramide, regarder les plans de succession et avoir des programmes de leadership pour aider les femmes et les hommes d'ailleurs, parce qu'on aide les hommes aussi à progresser. Il y a la parité homme-femme et puis après il y a l'égalité salariale, c'est des choses sur lesquelles vous êtes des bons élèves. Oui, alors sur l'égalité salariale, ce qu'on a fait... Il y a encore 9% de différence en France pour alors un poste égal. Nous, c'est 2%. Je peux vous le dire parce qu'on l'a mesuré. On a passé l'année dernière à mesurer partout dans le monde quels étaient les gaps de rémunération, c'est-à-dire au fond à poste, à carrière égale entre hommes et femmes. Et en moyenne, dans le groupe, c'est 2%. Et donc, l'objectif qu'on a fixé d'ici 2023, pour répondre à la question, c'est effectivement de réduire ces écarts de rémunération. Il y a des pays où c'est déjà fait, en Europe. En France, c'est un chemin qui est engagé depuis plus de 10 ans, parce qu'en France, on a des accords avec nos partenaires sociaux, avec des mesures ciblées, des budgets dédiés pour résorber les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Et cette mesure-là, on l'étend au monde entier chez AXA, avec un engagement d'ici 2023 d'avoir exactement ce type de démarche. Un mot sur le recrutement peut-être, parce qu'on est très pris par le temps. Oui, non, mais juste, on en parlait tout à l'heure, mais c'est juste un aspect de voir à quel point les entreprises aujourd'hui doivent changer. C'est-à-dire que hier, elles étaient un peu acheteuses de talent. On pouvait poser la question, explique-moi pourquoi je dois t'engager. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Et expliquez-moi pourquoi je dois travailler pour vous. Ce changement de paradigme, est-ce que AXA l'a déjà intégré? Qu'est-ce que vous faites Mais la féminisation des équipes, c'est ça, de toute façon. Moi, je pense que ce changement, il n'est pas nouveau, que ça fait 10 ans, ça fait plus de 10 ans qu'il est là. Mais il s'accélère en tout cas. Il s'accélère et c'est un bon changement pour les entreprises. C'est sûr. Parce que je pense que ça amène à s'interpeller, à changer les choses. Et puis surtout, et donc pour moi, c'est un changement qui est extrêmement positif. Mais je suis d'accord, aujourd'hui, il y a une guerre des talents qui, sur certains métiers, est assez forte. Guerre des talents. C'est le cas chez vous? Vous sur voyez certains comme métiers, en tout cas, sur certains métiers, par exemple, nous sommes un métier très technique. Nous avons beaucoup d'actuaires, beaucoup de souscripteurs. On recrute beaucoup aussi. On parlait du digital tout à l'heure avec monsieur lorsqu'on attendait. Et donc, effectivement, il y a une compétition. On peut appeler ça guerre, mais c'est une compétition pour attirer les talents. Et nous sommes très à l'aise. Au début, vous savez, l'assurance, on disait... c'est pas très sexy, j'ai pas envie d'aller... Mais aujourd'hui, ce que je constate, et je le disais, nous sommes le 6e employeur en termes d'attractivité pour les métiers digitaux sur LinkedIn. On a fait... je veux dire, on est devenu très attractif. Pourquoi ? Parce qu'on a des projets, on transforme notre business, et que ça, je veux dire... Donner du sens aux employés. On donne du sens, et les jeunes veulent de l'impact. Et s'agissant du sens, moi, je crois beaucoup
à ce sujet de recherche de sens, et on le voit dans toutes les enquêtes et auprès de nos collaborateurs. On vient de révéler notre raison d'être très récemment, sur laquelle on a énormément travaillé pour savoir ce que nos salariés pensaient de l'entreprise. Et donc, je suis très heureuse que notre raison d'être, qui est agir pour le progrès humain et protéger ceux qui comptent, reflète au fond ce que nos salariés... Elle est inscrite dans votre statut aujourd'hui ? On l'a communiqué lors de notre assemblée générale et on l'a communiqué à nos collaborateurs. Et je suis très heureuse qu'elle, au fond, elle reflète la culture et l'ADN de l'entreprise. C'était passionnant. La prochaine fois, vous revenez sur un peu plus longtemps. Je reviens volontiers. On a envoyé d'autres questions, notamment sur le sujet du racisme au travail. C'est pas grave, ce sera pour la première fois. Karima Sylvan, merci beaucoup. Merci à vous. d'AXA. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Et on enchaîne tout de suite avec Smart Tomorrow. Et on retrouve Olivia dans Smart Tomorrow. Olivia, bonjour. Vous nous parlez du marché des masques parce qu'on continue à innover sur ce marché. Exactement, Capucine. La pandémie a réveillé l'imagination des audacieux. Et comme vous le savez, le port du masque est aujourd'hui la norme dans plusieurs régions du monde. Alors, je vous emmène d'abord du côté des États-Unis, en Nouvelle-Orléans, réputée pour être une des villes les plus festives du monde. Hélène Macomber, une couturière, a fait le constat que dans son entourage, les gens se demandaient comment cet été siroter leur cocktail avec un masque. Alors, elle a eu l'idée originale de créer ce qu'elle appelait des masques cocktails. Alors, qu'est-ce que c'est un masque cocktail? Ça ressemble à quoi? Alors, c'est un modèle de masque en tissu qui intègre une petite ouverture au niveau de la bouche, recouverte d'un volet. On peut y faire pénétrer une paille et lorsqu'on la retire, le volet retombe sur l'ouverture. Tout ça pour que le masque ne soit jamais complètement ouvert. Mais est-ce que tous ces masques respectent les normes en matière de protection du Covid? Alors, la créatrice admet qu'elle n'est pas spécialiste en santé publique, elle ne prétend pas que son masque protège à 100%, mais pour elle, c'est une protection minimale pour les gens qui veulent respecter les mesures de distanciation sociale. Il y a un autre masque qui a retenu votre attention et vous l'avez trouvé au Japon, c'est ça? En effet, une start-up japonaise, Donut Robotics, a dévoilé un masque facial intelligent qui se connecte au smartphone. Ce masque permet aux utilisateurs de passer des appels à distance, donc sans toucher leur portable. Il retranscrit la parole en texto via une application Bluetooth. Son nom, le C-Mask. Ça, c'est génial. C'est un peu un masque robot, en fait. En tout cas, c'est comme ça que le décrit le PDG de cette start-up. Il sera disponible en 8 langues au Japon, d'abord à partir de septembre 2020. Il coûtera environ 32 €. Et la start-up vise également le marché américain, européen et chinois, où l'on craint une deuxième vague du coronavirus. Il y a aussi des innovations en France. Exactement, avec Clément Jacquelin, le directeur de la société Athlétique 3D, qui s'est lancé en mars dernier dans la fabrication de masques de protection pour les personnels de santé de l'hôpital de Grenoble. Ces masques sont réalisés dans une matière qui ressemble au plastique, antivirale et antibactérienne. Cela permet de fabriquer une coque qui va prendre la forme du visage de la personne qui l'utilise. À l'intérieur de ce masque, il y a des filtres qui peuvent être changés régulièrement, ce qui rend donc les masques réutilisables. Merci beaucoup, Olivia. Vous restez avec nous. On parle tout de suite du marché des médecines douces et des lunettes. C'est parti. Smart View tout de suite avec Solange Arnaud, CEO de Médoucine. Bonjour et bienvenue. Et Nathalie Blanc, vous êtes la fondatrice de Nathalie Blanc Optique. On va commencer avec vous. Nathalie, vous avez créé l'entreprise Nathalie Blanc Optique donc en 2015. Le marché, dans cette crise, affiche une baisse, une perte globale estimée à 752 millions d'euros. Pour l'instant, vous affichez une perte d'un peu plus de 4%. On peut dire que vous avez plutôt eu les reins assez solides. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors, j'ai fait une levée de fonds l'année dernière, donc je suis en très grosse croissance depuis 4 ans. On double le chiffre d'affaires tous les ans. Donc, évidemment, j'ai commencé l'année assez fortement. Du 17 mars au 11 mai, il ne s'est rien passé. Aucune vente. Pas de bascule zéro. sur le digital ? Pas de bascule sur... La lunette, c'est très compliqué sur le digital. Faut l'essayer, faut la voir. Il y a un côté médical que le client... Plein de gens ont essayé de le faire, comme Marc Simoncini, et ça marche pas. Ça marche pas. La lunette sur les sites, c'est très compliqué. Et puis moi, elles sont entre 250 et 400 €. On n'achète pas une lunette à ce prix-là sans l'essayer. Donc c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de solution
Alors Nathalie, votre combat depuis 2015, c'est le Made in France. Vous avez 3 usines, 3 dans le Jura et 1 à Évreux. Alors, je fais fabriquer dans des usines françaises. Vous faites fabriquer dans des usines françaises. Est-ce que ça a été le parcours du combattant et pourquoi ce combat du Made in France à tout prix ? Alors, depuis le début, je me bats pour ça parce que d'abord, on est reconnu dans le monde entier comme étant les plus belles lunettes. Ça fait depuis 3 siècles que le Jura est le berceau de la lunette et on fait des lunettes de très belle facture qu'aucun pays ne fait. Et donc, pourquoi le Jura d'ailleurs? Parce que c'est près de l'eau, c'est historique, au bord d'une rivière, les plaques d'acétate, voilà, ils fabriquaient là-bas et puis surtout l'usinage, fallait de l'eau, donc ça se mettait près des rivières. Les usines se plaçaient près des rivières. Et il y avait 200 usines il y a 50 ans, il en reste 9. Ah oui. Voilà. Dont 3 chez toi. Dont 3 avec lesquels je travaille. Voilà. Donc ça vous touche? Ça me touche beaucoup. Je trouve quand on a un savoir-faire comme ça, de le voir partir en Chine, en Asie, alors qu'on a tout ce qu'il faut pour... tous les ans, je vois les usines fermées, tous les ans, avec des machines magnifiques qui partent en Asie. Donc, c'est pas possible. Il faut qu'à un moment donné, la France rembourse les lunettes décemment, les montures décemment pour que le produit français et les lunettes françaises soient réhabilités. Macron nous a expliqué. La compétitivité, c'est pas quelque chose qui vous dérange par rapport à d'autres marques de luxe, c'est pas un souci, le faire en France. Alors, les marges, le sujet de la marge. Ouais. Je marge moins. Ouais. Quand on parle de grandes marques de luxe, LVMH, ils font tout en Asie. Quand on parle aujourd'hui, il y a peu de fabricants. Souvent, d'ailleurs, ceux qui font en France sont des créateurs de lunettes, plus que des grandes marques de luxe. Les grandes marques de luxe, elles ont compris quel était le bon calcul. Et le bon calcul, c'était plutôt d'aller faire en Asie. Les marges étaient plus grandes. Voilà. Maintenant, la personne qui a envie d'acheter... Il y a une chose, c'est que l'opticien... C'est quelqu'un qui a fait des études, qui a investi dans son métier quand même. Il y a un côté médical, il y a un côté beau produit. Donc les opticiens savent vendre des belles lunettes et se rendent compte qu'il n'y a pas un SAV tous les mois qui vient. Alors d'ailleurs, en plein confinement, vous vous êtes associé avec d'autres acteurs du secteur pour signer un manifeste pour revaloriser cette production française, locale. Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu? Et est-ce qu'aujourd'hui, fabriquer en France, c'est vraiment jouable? Alors, j'ai créé mon manifeste toute seule dans mon coin pendant le Covid en me disant c'est pas possible, il faut continuer à vivre, il faut se battre, il faut être présent sur les réseaux et il faut défendre ces usines qui souffraient terriblement du Covid. Donc, j'ai créé mon petit manifeste qui a été repris, et tant mieux, par toutes les usines françaises, ce qui a permis aux marques qui étaient mes concurrents de pouvoir se coller derrière les usines plutôt que derrière moi. C'était compliqué d'aller défendre un manifeste fait par une créatrice concurrente. Ouais, donc c'est formidable. Ce manifeste a été repris, il a été signé par plein de gens, des grands dirigeants d'entreprises, des journalistes, voilà, on a eu beaucoup de signatures au départ et ça a été repris. L'idée de ce manifeste, c'est d'aller voir le gouvernement pour leur dire... Vous avez le sentiment d'avoir été entendu ? C'est un long travail avant de se faire entendre. Je pense que ça va prendre quelques années ou quelques mois, enfin quelques mois, quelques années, pour que le gouvernement accepte. C'est beaucoup d'étapes longues pour arriver au gouvernement et leur dire, voilà, entre une lunette chinoise qui coûte 3 € et une lunette française dont la fabrication coûte au moins 100 €, il faut, si vous voulez défendre les entreprises françaises, que dit Macron, il va falloir faire un remboursement pour le produit français. Donc, ce que vous prenez, c'est un remboursement différent par rapport à une lunette française et une lunette... Ou alors augmenter le prix de la monture. La monture, aujourd'hui, elle est remboursée à 100 €. Une monture française, elle sort d'usine à 100 €. Donc, elle ne peut pas être remboursée. Solange Arnaud a l'air complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. Elle acquiesce. Je me dis surtout que les consommateurs doivent aussi être sensibles à cet argument quand même. Évidemment, évidemment. Et c'est pour ça que d'ailleurs, vous êtes rentable. Parce que l'argument Made in France... Il est vraiment valable aujourd'hui, vous le sentez chez vos clients? De plus en plus avec le Covid. C'est-à-dire que quand les opticiens ont voulu racheter des produits, ils ont racheté ce qui était important pour eux, et ce qui était important pour eux, c'était le produit français. D'autant plus dans le luxe. D'autant plus dans le luxe. Solange Arnaud, vous êtes polytechnicienne, vous avez créé en 2015 une plateforme qui s'appelle Médoucine et qui rassemble tout un tas d'acteurs, des médecines douces. Comment est-ce que vous est venue l'idée et pourquoi les médecines douces? Parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais c'est vrai qu'en 2015, vous étiez assez précurseur. Tout à fait.
Alors pourquoi les médecines douces? D'abord parce que je suis convaincue qu'on en a tous besoin, et de plus en plus, et c'est aussi justement ce qu'on voit là dans l'évolution du marché. Parce que, en fait, elles répondent à quelque part un mal-être qui vient de nos modes de vie, et puis du vieillissement de la population, d'un besoin de prévention, etc. En fait, elles agissent sur des sujets qui ne sont pas des maladies, mais qui empoisonnent le quotidien, le sommeil, le stress, qu'est-ce que je mange, etc. Et donc, on en a tous de plus en plus besoin. Et en même temps, c'est un secteur qui n'est pas très lisible. Donc, on a besoin de repères, et donc c'est là qu'on intervient. Donc, vous fédérez des prestataires, vous en avez 1000 aujourd'hui, Ouais. des prestataires dans tout un tas de domaines qui sont par exemple L'ostéopathie, la sophrologie, la naturopathie, l'hypnose, la médecine traditionnelle chinoise, le massage, voilà. Tout, en fait, les pratiques qui ne sont pas remboursées, donc qui sont un peu hors parcours de soins, et qui, du coup, en fait, sont un choix finalement personnel de vouloir prendre soin de sa santé de façon proactive, dans lequel on a besoin d'être un petit peu guidé. Il n'y a aucune médecine douce qui est remboursée aujourd'hui? Non. Non. Parfois par les mutuelles, Oui, c'est ça. mais pas par la sécurité sociale. Pour la sécurité sociale. Mm. Ok. Quel est votre business model? Alors, on abonne justement les abonne. praticiens. Les Donc, praticiens. en fait, on est pour eux à la fois une agence de com, un label et un réseau Bien sûr, professionnel. Voilà. Donc, on les abonne à nos services parce qu'il faut se rendre compte que eux, ils ont fait un choix d'un métier d'accompagnement du soin, et en fait, ils se retrouvent entrepreneurs malgré eux, puisqu'ils doivent aussi gérer leur boutique, développer leur business. Et donc, dans ce cadre-là, on vient les accompagner pour qu'ils gagnent du temps et qu'ils soient aussi, justement, peut-être plus crédibles. Parce que se faire traiter de charlatan toute la journée, c'est pas facile quand, justement, on a fait une belle formation, qu'on a cœur à son métier, quoi. Comment est-ce qu'on évite cette notion de charlatan? Parce qu'il y a des gens qui... Il y a des formations, des très belles formations, mais il y a des gens qui n'en font pas spécialement et qui pratiquent quand même. Et quand on est un peu en marge comme ça, comment est-ce que... c'est un de vos rôles d'essayer de... Absolument, Ouais. Tout à fait. Donc, pour nous, c'est un peu comme un recrutement, en fait. Donc, il y a un peu un travail de fourmi sur les formations pour savoir, pratique par pratique, quel est le standard du métier et qu'est-ce qu'il faut avoir fait. Donc, on vérifie les formations. Ensuite, on prend des références professionnelles de gens avec qui ils ont travaillé, de personnes qui sont allées les consulter. Et ensuite, on a une charte éthique. Notamment, ce qui est très important, c'est la complémentarité avec la médecine conventionnelle. Parce que, finalement, le principal risque de ces métiers, c'est quoi? C'est d'avoir le gourou qui va vous dire, non, mais vous inquiétez pas, votre cancer, plutôt, voilà, faites une diète ou je sais pas quoi. C'est bien de faire la diète, mais c'est bien aussi de faire sa chimio. Alors, puisque vous êtes avec un système d'abonnement, pour faire augmenter votre chiffre d'affaires, il faut que vous augmentiez le nombre de praticiens. Complètement. Et en même temps, il faut faire suivre la qualité, qui est vraiment la pierre angulaire de votre stratégie, finalement. Comment est-ce que vous maintenez ce niveau de qualité? Eh bien justement, en ayant un cahier des charges assez strict, en fait, sur les niveaux de formation qu'on accepte ou pas. Par exemple, on ne prend pas de gens qui ont été formés uniquement à distance, voilà, ce genre de choses. Donc, on a tout un tas de critères. On vérifie aussi des choses plus administratives, le cahier judiciaire, le fait qu'ils aient une responsabilité civile, professionnelle. Enfin, voilà, on a tout un cahier des charges. Et c'est vrai que tous les jours, on refuse, en fait, des clients, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'on a un arbitrage qualité-quantité. Et pour nous, en fait, finalement, le service qu'on rend, c'est vraiment de créer de la confiance dans ce domaine. Donc, ce cahier des charges, il est super important et on s'y astreint parce que c'est le socle de la confiance que le public nous accorde et aussi que de grands partenaires nous accordent parce qu'ils ont vu justement que de plus en plus de gens veulent se tourner vers les médecines douces, mais que c'est pas toujours facile de savoir à qui s'adresser, comment faire. Et il y a les produits de médecine douce aussi, genre homéopathie et toutes les plantes et autres à côté, c'est des choses que vous regardez aussi ou bien c'est pas encore... On regarde, mais aujourd'hui on est vraiment sur la consultation parce qu'il y a Sur la déjà beaucoup à faire sur le service. Ouais. Un mot du maillage territorial. Évidemment, c'est peut-être plus compliqué d'aller trouver de bons prestataires au fin fond de la Lozère. Comment est-ce que vous faites? Oui, c'est vrai que c'est un sujet parce que finalement, nous on est un service digital, on peut prendre rendez-vous en ligne sur medoucine.com, voir des profils de praticiens, les avis des personnes qui sont allées les consulter, etc. Et en même temps, à la fin, il y a une consultation physique. Bon, il y a un peu de téléconsultation, mais quasiment toujours c'est physique. Donc c'est important effectivement pour que quelque part l'offre rencontre la demande, qu'on ait un bon maillage territorial. Donc en fait, on y va par étapes. On avait commencé au tout début par Paris, après les grandes villes, et puis des agglomérations un peu moins importantes, mais qui sont toujours quand même aujourd'hui des grandes agglomérations en France. Et par exemple, parfois on s'appuie aussi sur des partenaires. Donc actuellement, on est en train de lancer un partenariat avec Uneo,
qui est la mutuelle des militaires. Et donc, eux, ce qui est important pour eux, c'est qu'on soit présent à Brest, à Toulon, à Metz, qui sont justement des agglomérations dans lesquelles on était en train de démarrer. Donc, pour nous, c'est aussi une façon de développer un peu stratégiquement l'entreprise avec le support de partenaires qui eux-mêmes s'appuient sur nous pour développer un service qui apporte de la confiance pour leurs utilisateurs. Nathalie Blanc, je reviens vers vous. Quel est le moteur de votre croissance? C'est le solaire? C'est l'optique? Et comment est-ce qu'il évolue ce marché français de l'optique? Je pense que moi j'étais opticienne de formation, donc je savais dessiner un nez, j'ai vendu des lunettes pendant 20 ans avant de me lancer dans le dessin, donc et je faisais des petites collections pour mes boutiques, donc je pense que le confort, la qualité et le juste prix et le Made in France ont été les atouts majeurs de ma réussite. Voilà. Et le bon dessin, c'est-à-dire la ligne pure. Moi, je trouve que les choses les plus pures sont les plus compliquées à faire. Et en fait, c'est très dur de faire des choses pures. Donc, je suis sur des produits très simples, enfin, qui paraissent simples, mais au fond, qui ne le sont pas. Dans le dessin, je parle, mais souvent très compliqué dans la fabrication, avec toujours le souci du détail, qui rend belle la lunette. Mais quelle est la répartition du chiffre d'affaires entre le solaire et le... Alors, je fais 36% de solaire, ce qui est énorme, parce que généralement... Donc, c'est le solaire qui tire votre croissance? Non. Dans les 100% du nez que je vends, je fais 36% de solaire, alors que les autres marques font 22%. Donc j'ai une grosse partie de solaire par rapport à d'autres. Cela est dû essentiellement à une qualité de verre assez exceptionnelle et des couleurs qu'on ne retrouve pas ailleurs, parce que je fais mes couleurs de verre aussi et mes teintes de verre chez le fabricant. Donc avec des teintes. Le verre est aussi, verre solaire est aussi made in France, je suppose? Alors, Italie. Italie. Mais il n'y a rien en France. Essilor, j'aurais adoré travailler avec Essilor, mais Essilor ne sait pas faire de teinte. Ils ne sont pas bons là-dessus, ils le reconnaissent. Et par contre, Divel, avec qui je travaille, sont des fabricants extraordinaires à la qualité des verres. Il n'y a pas mieux sur le marché et c'est formidable. C'est ça. Parlez-nous de votre circuit de distribution. Et on a très peu de temps. Et peut-être un mot de l'international. Est-ce que c'est un relais de croissance pour vous, l'international, surtout dans cette gamme de prix? Alors, mon réseau de distribution, c'est d'abord les indépendants, parce que je pense que c'est quand même eux, les gens amoureux du produit. Voilà. Si l'indépendant ne veut pas de nous... Et c'est ce que vous ressentez? Je ressens quand même que... Alors non, je ne vais pas dire ça. Il y a des gens franchisés qui ont aussi un vrai sens du produit, qui se sont franchisés pour plein de raisons. Mais en règle générale, l'indépendant est quand même quelqu'un qui est amoureux du produit et qui veut être indépendant, donc pouvoir faire les marques qu'il veut, pas être dépendant d'une centrale d'achat. Après, ma croissance, là, on était à 17%. On avait prévu avant le Covid de partir à 34%. C'était super bien parti. Là, le problème du Covid, c'est réellement l'export. C'est-à-dire que la France a super bien redémarré, mais l'export, c'est poussif et très compliqué. Parce que l'export, on n'est pas encore aussi bien connu qu'en France. Donc, il faut, c'est rassurant pour des marques qui sont obligatoires d'avoir en magasin. Et pour l'instant, Nathalie Blanc, en Russie, c'est pas obligatoire. Donc, oui, mais avec le Made in France, avec ce... Ça va arriver, mais ça va arriver. Justement, mais... ça vous ouvre des portes, j'imagine. Oui, mais on était super bien partis. Et donc, les marchés, ce sont la Russie? Alors, on a beaucoup Australie, énormément, États-Unis, Allemagne, super bien, Espagne, Italie, Belgique, Luxembourg. Quand même, on a commencé par... On fait l'escargot avec les zones proches. Et donc, en Australie ou en Russie, on s'arrache les lunettes Made in Jura. C'est là-dessus qu'on terminera. Ouais. Merci beaucoup à tellement de l'amour. Merci d'être venu nous voir. On enchaîne tout de suite. On marque une courte pause juste avant. Et encore des histoires d'entrepreneurs avec Thomas Benzazon qui est avec nous pour sa chronique. Bonjour Thomas et bienvenue. Et on a également sur ce plateau Zoé Villain. Bonjour et bienvenue. Vous êtes présidente Europe de Jumbo. Vous restez avec nous. On revient vers vous juste après. Thomas, vous êtes le fondateur du brand studio Feuille Blanche, je le rappelle. Et vous animez ce podcast 40 nuances de Next qui interviewe un patron du Next 40 toutes les semaines. Et aujourd'hui, vous nous parlez de Jean-Charles Samuelian qui est donc le fondateur de Alan. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? Vous l'avez rencontré? Oui, tu apprécies les chiffres. Alors, on ne s'est pas rencontrés, c'est toujours des enregistrements à distance. On respecte la distanciation sociale et physique. Mais comme tu aimes bien les chiffres, tu sais peut-être qu'il a levé 50 millions d'euros
pendant le confinement. 50 millions d'euros pendant le confinement. Voilà, pour arriver à 125 millions en tout. C'est 210 collaborateurs. C'est un homme qui repense l'entreprise avec la transparence en point d'orgue et la simplicité qu'on lui reconnaît. Alan, c'est une des boîtes les plus citées quand on parle de Love Brand. Et la question, c'est comment ils ont fait. Ok, alors 50 millions d'euros pendant le confinement, mais que fait-il, Alan ? Eh ben, c'est l'assurance santé qui vous veut du bien. Lui, ce qu'il dit, c'est que sur le secteur, on avait des entreprises qui avaient fait leur beurre sur une complexité, parce qu'on était incapable de choisir d'une mutuelle à l'autre pour comprendre comment était fait le prix. Donc, ils ont fait ce constat, et tout le sujet, c'est de répondre avec la simplicité, travailler toute l'expérience utilisateur, les points de détail pour faire en sorte que ce soit, comme il dit, delightful and frictionless. Il est sur quel marché alors ? Sur le marché de la santé. Oui, mais en France, aux États-Unis. Alors, en France, en Espagne, je crois que tu le connais, il y a un troisième pays, il me semble que c'est la Belgique, et puis potentiellement demain l'Europe et qui sait le monde. Et donc, c'est un entrepreneur que vous connaissez, Zoé ? Oui, Jean-Charles fait partie des investisseurs de notre deuxième levée de fonds que nous avons annoncé du coup le 24 juin dernier. Alors, on parle de la vie privée avec vous, Zoé Villain, puisque vous êtes donc la directrice Europe et la directrice de la stratégie de Jumbo Privacy. Je le dis en anglais. C'est donc une application mobile qui permet aux utilisateurs de reprendre un petit peu le contrôle de leur vie privée. C'est comme ça que vous l'annoncez. C'est une entreprise qui a été fondée par Pierre Valade aux États-Unis. Pierre Valade qui est assez connu pour avoir revendu une de ses entreprises, 100 millions d'euros, à Microsoft. Donc son entreprise s'appelait Sunrise. Jumbo, c'est un peu un conte de fées dans le monde dans lequel on vit, en fait. C'est vrai que c'est un peu ça, c'est ce qu'on s'était dit quand on réfléchissait au design de l'application, c'était justement de rendre la vie privée beaucoup plus accessible et beaucoup plus agréable et moderne avec ce petit éléphant qui sera là pour vous et qui sera là pour vous protéger vos applications et votre vie privée sur Internet. Parce que notre vie privée, elle n'est pas du tout protégée aujourd'hui. Racontez-nous. Alors Je vais sur Instagram, sur Facebook, qu'est-ce qui se passe exactement ? Donc aujourd'hui, notre constat, quand on a commencé à décider de travailler sur Jumbo Privacy, c'était suite au scandale de Cambridge Analytica qui avait montré que des sociétés comme Facebook collectaient des données, les brassaient et les faisaient des traitements dont on n'avait en fait finalement pas vraiment connaissance. Donc l'idée de Jumbo, c'était de rendre la vie privée accessible et de vous redonner le contrôle de vos données. Comment faire ça ? Pour nous, le plus simple, et surtout pour Pierre Valade, qui est vraiment un accro du produit et qui aime rendre la vie facile, notamment ce qu'il avait fait avec Sunrise, là, c'était vraiment avoir un outil, vous vous connectez une fois, vous connectez par exemple votre compte Facebook une première fois. On va vous faire des recommandations de changement de paramètres de sécurité, des recommandations de changement de paramètres de confidentialité. Donc, par exemple, qu'est-ce que c'est ? C'est vous suggérer de transférer et de supprimer vos anciennes publications Facebook. Donc, Facebook, il ne faut pas oublier que ça existe depuis près de 10 ans. Donc, est-ce que vos publications d'il y a 10 ans reflètent encore qui vous êtes, ce que vous avez pu dire ? Aussi, c'était un moment où il n'y avait pas Messenger, donc on pouvait vraiment mettre des messages sur les murs de nos amis et potentiellement, c'est des choses qu'on n'assumerait plus aujourd'hui. Donc ce qu'on vous propose, c'est soit de les transférer si vous avez envie de garder une trace de ce qui s'est passé il y a 10 ans, sur votre téléphone évidemment, soit les supprimer sur votre application Facebook. Donc finalement, c'est des petites choses très simples. C'est très simple, effectivement. En fait, le constat qu'on avait fait, c'était que après l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données en 2018, les sociétés comme Facebook, Instagram, Google avaient l'obligation de toute façon de proposer des paramètres de confidentialité. Et la raison pour laquelle personne s'y intéressait, c'est que c'était trop compliqué. Donc ce qu'on a pu regarder, c'était que par exemple, lire la politique de confidentialité de Facebook, ça prendrait 4 heures. Donc, est-ce que vous avez envie de perdre 4 heures à lire une politique de confidentialité ? Non. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est on la lit à votre place, on scanne votre compte et on vous propose des petites modifications à faire sur votre compte. Vous êtes un peu un antivirus de la vie privée, finalement. Exactement. C'est d'ailleurs comme ça qu'on se présente. Ah, comme ça. Ah, d'accord. Comment est-ce qu'il s'articule, votre business model ? Alors aujourd'hui, donc depuis quelques mois, on propose des abonnements payants. C'était important pour nous de faire cette étape parce qu'on voulait être très transparent sur le business model qu'on proposait. Les sociétés qu'on propose, donc les services qu'on propose à modifier dans l'application mobile, ce sont des sociétés qui ont fondé leur business model justement sur vos données et la publicité ciblée. Donc ce qu'on voulait, c'était proposer rapidement les abonnements pour dire
à nos utilisateurs, notre business model à nous, c'est pas vos données, c'est de faire des revenus sur sur les abonnements et de ne jamais utiliser vos données. De toute façon, on a construit l'application sans jamais collecter les données de nos utilisateurs, donc on ne pourrait pas faire ça de toute façon. Thomas. Donc du coup, tu n'es pas capable de nous faire le profil type des utilisateurs de Jumbo? Oui. Alors, je ne peux pas faire le profil type des utilisateurs de Jumbo comme pourraient le faire Facebook et Google, et ça, c'était important pour nous. Par contre, ce qu'on sait, évidemment, c'est que les personnes qui vont télécharger Jumbo sont des personnes qui cherchent des solutions simples pour protéger leurs données et avoir plus de respect de leur vie privée. Vous venez de lever 8 millions d'euros auprès du fonds londonien Balderton Capital. 8 millions de dollars. Pourquoi un fonds anglais? Et deuxième question qui est un peu dans la même veine, vous êtes basé à New York. Pourquoi être basé à New York? Vous fuyez la France? Pas du tout. Pierre, le fondateur de Jumbo Privacy, est installé à New York depuis près de 10 ans maintenant. D'accord. Donc c'est plus un choix de vie personnel et là où il a ses intérêts propres et donc là où il voulait monter sa société. Et pour le fonds Balderton, donc Bernard Liotto, le fondateur de Balderton, connaissait Pierre. Et de Business Object, oui, on rappelle. Exactement. Connaissait Pierre parce qu'il avait investi précédemment sur Sunrise. Et donc quand Pierre voulait relever sur cette nouvelle société, très naturellement, il est allé voir Bernard Liotto, qui est aussi un investisseur de Dashlane, spécialisé dans la protection des mots de passe. Donc c'était aussi intéressant pour nous que ce soit nos investisseurs. Et du coup, les gens sont prêts à payer pour protéger leurs données. C'est quel ratio entre les utilisateurs de la solution free et ceux qui payent? Alors aujourd'hui, on a 75 000 utilisateurs à peu près entre iOS, sur nos applications iOS et les applications Android. On a lancé l'offre payante il n'y a pas longtemps et on a fait les annonces il y a à peu près 3 semaines. Donc aujourd'hui, on a 6 000 abonnés. Ce qu'on peut voir, ce que je peux vous dire sur les chiffres, c'est qu'on a un très bon taux de conversion. C'est qu'on voit que les utilisateurs restent, on voit que les utilisateurs assez rapidement vont convertir vers les abonnements payants. Et on a voulu aussi offrir des solutions flexibles, c'est-à-dire quand vous choisissez votre abonnement, donc on a 2 types d'abonnements, l'abonnement Plus et l'abonnement Pro, et on propose aux utilisateurs de payer ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire qu'on a une fourchette de prix, donc si vous voulez avoir les services de Plus, vous êtes entre 2,99 € et 7,99 €, et si vous voulez les services qui sont proposés dans le Pro, ça sera entre 8,99 € et 14,99 €. Vous l'avez dit, 75 000 clients aujourd'hui. Il vous faut en atteindre 100 000 pour atteindre cette barre fatidique de la rentabilité. Il faut évangéliser le marché. Comment est-ce que vous faites ? Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est d'éduquer et d'apporter des solutions simples. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas utiliser les outils traditionnels qui sont utilisés sur le marché aujourd'hui pour convertir et pour évangéliser nos utilisateurs parce que, justement, on ne veut pas utiliser leurs données. Donc, les actions que nous, on porte aujourd'hui et la manière dont on veut apporter des utilisateurs, c'est surtout donc par faire parler le produit, c'est-à-dire montrer et convaincre que Jumbo Privacy, c'est vraiment un produit qui est nécessaire et qui va vous aider. Donc, pour ça, on travaille d'arrache-pied pour avoir des fonctionnalités innovantes et surtout pour proposer à l'utilisateur de le protéger en continu. Donc, une fois que vous avez rentré votre compte Facebook ou Instagram sur votre téléphone, l'application, elle va toujours être en train de travailler. C'est-à-dire que si Facebook met à jour un paramètre de sécurité, nous, on va vous le proposer dans l'application et vous recommander de faire une modification si c'est nécessaire. Merci beaucoup Zoé Merci Villain. Je rappelle que vous êtes présidente Europe de Jumbo Privacy qui est basée à New York. Merci d'être venue nous voir. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité à l'heure du premier café du matin. Tout de suite, vous retrouvez Stéphane Soumier et nous, on se retrouve demain matin.